Cash Coach. Des coachs qui parlent cash. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode Cash Coach, le podcast des coachs qui parlent cash. Je suis accompagné de Cédric. Enchanté, bonjour tout le monde. Stéphanie. Bonjour à tous. Et Isa, Salut. alias Isa Lala, chez nous. Alors aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Il y a une grosse actualité autour du développement personnel et des dérives. Nous, l'idée, c'est pas d'apporter une réponse, mais c'est de donner notre vision des choses et notre interprétation et comment justement on est actif dans le développement personnel et comment on l'utilise avec les différents outils qui sont plus ou moins incriminés et de donner une autre version de ce que nous faisons et comment nous les utilisons. Voilà. Donc qui veut commencer à lancer, puisque l'idée c'est de discuter, de débattre et d'apporter chacun son avis et son interprétation des choses. Qui veut lancer? Allez-y les filles, je vous sens en pleine forme. Isa, tu veux commencer? Bon allez, je peux commencer. Alors, développement personnel. Alors, moi, je peux dire ma définition du développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est une découverte de soi, mais d'une compréhension. En fait, c'est-à-dire, c'est d'enlever le flou qui est là quand on va pas bien, quand on est en colère, quand on est en stress et qu'on ne sait pas pourquoi. Alors, souvent, les gens ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils sont comme ça. Hein. On est OK. Mais quand on comprend pourquoi, quand on comprend qu'est-ce qui se joue en nous, et ben en fait, on a un apaisement qui se fait. On a des mécanismes qui ne se répètent plus, des mécanismes mauvais quoi, qui se répètent plus. Et pour moi, c'est ça. C'est pas, je vais faire le c'est pas la meilleure version de vous-même en mode c'est ce qui me permet de réussir ma vie à fond, c'est ce qui me permet d'être heureuse tout le temps, parce que non. Ça, j'y crois pas. On n'est pas heureux tout le temps. On n'est pas pumpé-up tout le temps. Mais par contre, quand on n'est pas pumpé-up et quand ça va pas, c'est OK. Mais on sait ce qui se joue. Voilà. D'accord. Ouais, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le développement personnel pour toi permet de comprendre les mécanismes qui se jouent, que ce soit cognitif ou émotionnel en toi, qui t'amènent à avoir tel ou tel comportement, qu'il soit positif ou négatif. Et c'est absolument pas ce qu'on peut voir sur Internet, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on a quand même des choses qui se disent et qui se font avec des fausses promesses, ou en tout cas des lignées de comment il faudrait que ce soit, ou si tu échoues, il faut que tu recommences, ou si t'es négatif, il faut que tu sois positif, et ça... ça, c'est bullshit. C'est bullshit. Voilà. Ok, très bien. On continue ? Oui, on peut pour continuer. Toi, c'est quoi? Pour moi, déjà, en tant que coach, c'est déjà de passer par cette étape-là, d'accord, d'avoir fait du développement personnel. Alors, dans ce que nous, on a fait, pour moi, le développement personnel, ça va être vraiment mieux se connaître, voilà, pour aller mieux, tout simplement, hein, pour être plus dans l'épanouissement dans la vie de tous les jours, et en accueillant, en fait, que ce soit bien ou moins bien, en accueillant et en rebondissant sur ça pour aller de l'avant, pour progresser dans son chemin de vie. Voilà, dans l'expérience personnelle que moi j'ai eue là-dedans, c'est ce que ça me permet aujourd'hui. Et en fait, c'est pas gagnant à tous les coups. C'est pas parce que c'est motivant que forcément c'est aisant à faire au quotidien. C'est vraiment, ce que je reprends le mot, c'est vraiment un chemin sur la connaissance de soi, mais de son vrai soi profond, voilà. Et tout ce qui se joue dans la vie de tous les jours, en fait. Voilà. C'est pas que pour un projet pro, c'est pas que pour un projet personnel dans le sens familial ou même amoureux. En fait, c'est tout ce qui va autour de ça, en fait. C'est le tout qui permet l'avancement sur le chemin de la découverte et pour pouvoir atteindre finalement les objectifs qu'on a, l'envie qu'on a pour notre futur. Ok, très bien. Et pour toi, Cédric ? Pour moi, le développement personnel, il y a le développement de sa propre personne, différentes personnalités, différentes parties de sa personne. Et je pense qu'on se développe soi-même tout au long de sa vie. Donc, c'est de la naissance jusqu'à notre mort. Et
Pour moi, le développement personnel, il y a des mécanismes automatiques qui se mettent en place dès la naissance, qui vont se construire avec les expériences. Et quand on est à l'âge adulte, enfin, il y a quand même plus de 90% de notre façon d'agir, de fonctionner, qui sont liés à l'éducation, à ce qu'on a appris, l'école, les adultes qu'on a côtoyés, les amis. Et donc, est-ce qu'on veut conserver cette version-là, ou au contraire, est-ce qu'on va aller plus loin? Et à partir de là, si on va aller plus loin, il faut développer d'autres stratégies. Et pour moi, c'est développer des stratégies pour sa propre personne. Donc, qui le fait? Les parents, les enfants, nos enfants nous enseignent, tout le monde. Donc pour moi, le développement personnel, c'est accéder à différentes parties de sa personnalité. Et on a le choix et de le faire tout au long de sa vie quand on veut. Pour exprimer sa meilleure version. Et on va parler de polarité. Polarité ascendante ou polarité contrariée aussi. Voilà. Donc, Tu peux développer pour ceux qui nous écoutent, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Polarité. Polarité, c'est-à-dire que ça serait une version comme on pourrait l'utiliser dans certaines disciplines. La version fluide de soi-même, on est en accord, on se sent en haute énergie, tout va bien. Et la version contrariée, c'est quand les émotions viennent se manifester. Et là, les émotions qui peuvent être désagréables, parce que quand on reprend les émotions développées par Newton, il n'y en a qu'une qui est agréable, la joie, et le reste est désagréable. Donc pour moi, la polarité contrariée, ça serait celle-ci, en fait. Mais on pourrait la définir autrement. Pour moi, c'est le plus simple, pour moi. Est-ce que j'ai été clair, les amis? Très bien. Parfait. Merci. Et donc pour moi, c'est quoi le développement personnel? Alors, c'est le développement de la personne, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un amalgame qui se fait, puisqu'il y a beaucoup de marketeurs sur Internet qui saisissent ce dont veut toute personne, à savoir réussir dans sa vie, avoir plus d'argent, voilà, c'est beaucoup lié à l'image. Et donc, ils vendent leur business de cette façon-là. Et là, c'est vrai qu'il y a une confusion qui se crée, puisque le développement personnel, c'est pas forcément gagner 10 millions par mois, c'est pas forcément, pour moi en tout cas, réussir sa vie. Parce que au final, ça crée un écart pour les personnes qui sont pas forcément en réussite ou qui gagnent pas forcément en se disant, au final, je suis nul. Voilà. Et finalement, c'est comme dans n'importe quel autre métier, dans le sport, il y en a qui gagnent bien leur vie, il y en a d'autres qui gagnent moins bien leur vie. Donc voilà, déjà, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est ça. C'est le développement personnel n'est pas que, en fait, le fait de gagner de l'argent ou de tout réussir. Voilà, parce que je sais pas, en tout cas j'en connais pas, moi personnellement, qui arrive à générer de manière automatique. Alors bien sûr qu'il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, bien sûr qu'il y en a qui réussissent beaucoup de choses, mais c'est pas forcément répétitif ou c'est pas forcément cumulé ou c'est pas tout le monde qui est concerné par ça. Donc ça, je pense que ça, il faut le mettre de côté. Développement personnel, pour moi, ça va être plus au final comprendre pourquoi je réagis de cette façon. Qu'est-ce qui me fait réagir de cette façon? Quels sont les mécanismes qui se jouent en moi? Et donc ça passe par une réflexion personnelle, donc par un décodage, par une lecture que je vais avoir, de façon à finalement réagir un peu moins aux stimuli de la vie, donc de façon à être un peu moins stressé. Hein, je veux dire, si on arrive au stress, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on sait que finalement on est constamment en interaction sociale dans un écosystème, et que finalement ça nous fait réagir. Donc ne serait-ce que par exemple, je suis dans les embouteillages, ça m'agace, je suis pressé et je vais perdre mes moyens, je vais stresser et ça va générer des choses en moi qui sont pas cool. Et donc là, peut-être que le développement personnel, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue en moi pour finalement avoir un comportement adapté, apaisé, pour faire face à la situation. Voilà. Et donc là, au final, j'ai beaucoup entendu parler de métacognition. J'ai pas l'impression qu'on fasse quelque chose de très différent de la métacognition, parce que la métacognition, c'est avoir un recul sur la façon que j'ai de me comporter, d'apprendre ou d'agir. C'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans nos accompagnements, l'idée, c'est d'avoir ce recul et faire ce pas de côté sur ce qui est un comportement automatique dont j'ai absolument pas conscience de l'origine. Voilà. Donc voilà pour moi ce que c'est que davantage le développement personnel, c'est apprendre à décoder finalement ce dont je n'ai pas conscience pour avoir un peu plus de maîtrise dans ma vie, de contrôle et finalement arriver à me faire du bien. Ouais, je vais rebondir, toi, Johan, sur ce que tu dis. Hein.
La notion de décodage, il y a plein de disciplines où il parle de décodage. Décoder les comportements, vous faites ça parce qu'il y a ça, quelle est la motivation profonde de chaque comportement. Et différentes disciplines, qu'elles soient reconnues, non reconnues, enseignées, elles parlent toutes de la même chose, parce que quel est l'objectif de l'humain sur cette terre en fait? On parle de spiritualité, mais la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Ne serait-il pas possible que, en fait, l'humain cherche à mieux se connaître pour vivre en paix avec lui-même le plus longtemps possible? Et là, c'est pas du développement personnel, ça? Par contre, là où je te rejoins, il y en a qui abusent de ça, de jouer sur cette peur de vous avez mal, comment faire pour avoir moins mal, et ils appuient sur la douleur, et de façon exagérée, et là, par contre, le marketing peut s'en appuyer dessus, et je trouve que là, c'est là que il peut y avoir des dérives dans ce domaine-là. Il faut être lucide et garder son libre arbitre dans je veux aller là, mais je veux pas aller de ce côté-là. Tout à fait. C'est être aligné, en fait, c'est arriver à être aligné avec ses valeurs. Parce que souvent, on est bombardé d'images, comme tu disais, l'argent, le succès, la réussite professionnelle, la réussite familiale. Mais avant d'arriver à obtenir, si on a envie d'avoir une super belle famille, par exemple, c'est déjà être aligné avec soi-même. Et selon moi, connaître ses valeurs, les principes et être aligné avec ça tous les jours passe par le développement, en fait. Et quand un humain arrive à être aligné avec lui-même, même si il a pas 2000 € à la fin du mois sur le compte, et ben s'il est ok avec ça, ben c'est ok. On n'est pas tous dans ce fameux développement qu'on nous envoie par les médias. Et souvent, oui, on arrive à se dire, ah bah tiens, si je pense pas comme ça, c'est pas normal. Mais en soi, où est la normalité déjà? Mais selon moi, ça serait plutôt déjà d'être aligné avec nos principes, nos valeurs. Pour toi, c'est quoi aligné? Aligné, c'est entre l'envie de ce que j'ai envie de faire, voilà. Pourquoi je le fais? Ok. Est-ce que ça fait partie de mon chemin, ou c'est parce qu'on m'envoie, parce qu'on me dit tu dois, voilà, être comme ça pour être dans la normalité de la société? Et c'est plutôt aligné, c'est plutôt dire, bah, ok, qu'est-ce que je veux moi? Comment je me sens moi? Est-ce que je suis ok avec ça? Voilà. Et après, peu importe ce qu'on peut dire de moi, ou ce que peut me renvoyer les autres, sur la réussite, la belle voiture, le super bon boulot, générer du bénéfice, etc. Aligné avec moi-même, ça serait ça. Ok, très bien. Ouais, mais c'est ça, ça me fait penser. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on a une pression sociale de dingue, de dingue. Les gamins, il faut qu'ils aillent faire des grandes études. Toi, il faut que tu aies un bon salaire. Mais en plus de ça, maintenant, c'est que tu aies un bon salaire et que tu sois heureux mais enfin, ça, stop, quoi. Stop. Ça n'empêche pas que celui qui veut réussir et qui veut gagner ses 100 000 € par mois, mais si c'est ok avec lui, bah c'est ok avec lui. S'il le fait pas par cette pression sociale, parce que c'est là où c'est le danger, en fait, c'est qu'après, quand tu fais ça par la pression que tu as autour de toi, mais en fait, ça te bouffe, quoi. Mais si c'est une motivation profonde, parce que si tu as envie t'as envie de créer ton entreprise, de faire bosser 100 salariés pour offrir un produit machin, et qu'en effet, ça va te faire gagner de l'argent et tout, mais si c'est parce que ça te fait kiffer, bah ça, c'est ok. Tu vois ? C'est là où, en fait, il faut nuancer. Donc, et c'est là où je pense qu'en fait, l'accompagnement qu'on fait, je veux dire, il est spécifique à chaque personne. Mmh. Tu vois ? Il faut pas être dans le délire de se dire bon bah toi ok c'est ça ton boulot, mais t'inquiète pas, tu vas voir, grâce à moi ça va aller mieux machin, ou alors dire mais tu veux changer, tu vois, même l'inverse, quelqu'un qui kiffe pas trop son boulot, l'idée c'est pas de faire tout pour qu'il quitte son boulot et qu'il trouve autre chose, non, parce que tu peux ne pas trop kiffer ton boulot et c'est ok aussi, et ça te rapporte de l'argent qu'il te faut, mais par contre t'as plus un souci après chez toi en perso machin, ben on va pas toucher ça, quoi. Ouais. Tu vois, on répare pas ce qui est pas cassé. On le dit souvent, on répare pas ce qui est pas cassé. Mais par contre, c'est d'accompagner les gens à s'accomplir dans ce qui les aligne, dans ce qui fait sens pour eux. Et tu vois, ça me fait rebondir ça. Tu vois, là, on parle de maïotique socratique. Qu'est-ce qu'il faisait Socrate? Qu'est-ce que faisait Platon déjà? Donc c'était se questionner pour mieux se découvrir et mieux se connaître. Ouais. Et quand tu parles de ça, il y a quelque chose qui me parle quand on parlait de valeurs, d'alignement.
est-ce que c'est pas une question d'écologie chez la personne? Qu'est-ce qui la met en écologie? Et qu'est-ce qui est éthique pour elle? Ouais, je balance un pavé, à partir de quel moment ce n'est plus éthique et ce n'est plus écologique? Et c'est à la personne de le trouver. C'est ça. Et la maïotique socratique, le fait de questionner, de permettre à la personne d'accoucher d'elle-même, là pour moi, là on est au cœur du sujet, mais on n'est pas dans l'influence de. Voilà. Il faut trouver ce juste équilibre. Et là on parle de développement de la personne. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand c'est dans cet axe-là. Ouais, ce qu'on est en train de dire au final, c'est que le développement personnel, contrairement à ce qui est promu sur les réseaux sociaux et ce à quoi les gens croient et qui peut aussi créer de la confusion auprès des médias, c'est justement tout ce qu'on peut entendre de dire développement personnel égale Porsche, égale 1 million d'euros, égale succès illimité. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent croire que c'est ça et qui le veulent aussi par rapport à leur vie qu'ils peuvent avoir. Alors qu'en fait, le développement personnel, c'est aussi justement la connaissance de soi par des techniques. Et on va parler des techniques et des outils justement qui sont employés, qui ont été décriés, pour justement atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Mais c'est pas forcément 100 000 euros par mois, c'est peut-être juste m'entendre mieux avec mon enfant, peut-être juste avoir une meilleure relation familiale, c'est peut-être juste comprendre pourquoi j'arrive pas à cumuler plus d'1 an de travail et que j'en suis à mon 10e emploi. Il y a forcément des choses qui se jouent en moi que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Ou alors simplement aussi une entreprise, puisqu'on a beaucoup parlé de développement personnel dans les entreprises et que c'est pas forcément adapté. Il a été parlé de manipulation et d'influence. Il me semble que toute entreprise cherche en tout cas, le propre de l'entreprise, c'est d'être profitable et donc d'avoir une efficacité au niveau de l'intelligence collective. Et donc, pourquoi se priver du développement personnel si c'est dans le but justement d'améliorer des comportements pour que ce soit plus efficace, plus adapté en écologie, comme tu le disais, à partir finalement de compréhension de comment je fonctionne, de pourquoi ça m'irrite, pourquoi ça me met dans un état qui est pas OK. Et cette introspection-là que nous permettons, c'est du développement personnel au final. Et encore une fois, pour moi, ça va de pair avec la métacognition, c'est-à-dire une réflexion sur comment j'agis, comment je me comporte, et essayer de trouver les leviers qui vont me permettre d'être plus adapté dans telle ou telle situation. Mais tu vois ça, quand tu parles de métacognition, c'est une question de responsabilité personnelle. C'est notre responsabilité de comprendre comment on fonctionne, plutôt que de subir ou de faire subir à l'autre, et de mettre la responsabilité à l'autre. Toi, quand tu parles d'intelligence collective, qui est notre atout, on fait de notre mieux pour accompagner les équipes dans ce domaine-là. Mine de rien, c'est de mettre en place cette responsabilité qui va être partagée aussi. Qu'est-ce que j'attends de toi? Et puis moi, qu'est-ce qu'on attend de moi aussi dans cette relation? Et ça, je trouve que les entreprises, elles ne peuvent pas le nier. Sinon c'est de l'exécution. Il y a des métiers où on doit faire ça. On se doit d'exécuter sans réfléchir pour avancer. Mais il y a des entreprises, elles n'ont pas besoin de ça. Et pour être peut-être plus créatif, plus productif, ça demande de passer par des méthodes, des outils. Et nous, on apporte des éléments de réponse, comme d'autres peuvent apporter. Mais nous, on a des questionnements. Voilà. Parce que le chef d'entreprise, lui, ce qu'il veut, c'est du rendement. D'accord ? Lui, il veut que sa boîte, elle tourne. Voilà. Mais pour que ta boîte, elle tourne, il faut on le dit, on en parle tous les jours, le bien-être au travail. Il faut que les salariés, ils soient épanouis. Si tu veux que ton salarié soit épanoui, c'est qu'il trouve sa place au sein d'une équipe, qu'il soit valorisé par rapport au travail qu'il fait, que toutes les personnes, même dans une usine, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, a une importance. Et s'il n'est pas valorisé par rapport à son travail, et si en plus, chez lui, il n'est pas valorisé non plus, là va intervenir le développement personnel, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tel ou tel ouvrier ou salarié n'est pas à sa place dans le système, en fait. Et c'est paraît évident que en fait de faire du développement personnel même pour tes salariés, que ça peut apporter que du plus pour une équipe, pour le rendement de ton entreprise et pour l'épanouissement on va dire personnel et général, quoi. Ouais, alors après en fait je nuancerai juste sur quelque chose, c'est que l'entreprise n'a pas à s'immiscer dans le perso du salarié. C'est clair. On est d'accord. On est d'accord.
Par contre, en effet, une entreprise, moi, j'en parle parce que j'ai fait 12 ans d'industrie, j'ai été manager, voilà, je connais bien. Une entreprise, en effet, elle veut faire du profit. C'est le principe. Hein. Elle veut faire du profit pour se développer, pour payer les salariés. Enfin, c'est le principe d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Sauf que là où ce qu'on peut plus nier, c'est qu'aujourd'hui, qui fait de l'argent, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est pas que les process que tu as mis en place, c'est pas que la super machine que tu as achetée. C'est qu'il faut l'humain derrière. Si je prends le cas des managers, par exemple, moi, je vois surtout en PME, dans les grosses boutiques, ça peut être encore un peu différent, et encore. Mais dans les petites PME, les managers, souvent, ils ont été parachutés là, ils sont montés. On a ce truc de, t'es en bas et puis tu montes. Et souvent, on arrive aux limites de compétences. Sauf que c'est trop tard. En France, on peut pas rétrograder. T'es manager, t'es chef d'équipe, faut que tu restes chef d'équipe, je peux pas te payer en dessous, enfin, je peux pas te rétrograder. Évidemment que l'entreprise, elle est en droit d'exiger, si je peux dire exiger, de ses managers qu'ils soient des bons managers. Parce que un manager, c'est sa productivité, c'est son management. Tu vois, de la même façon qu'elle est en droit d'exiger que sa machine, elle soit pas en panne et qu'elle tourne, parce que c'est elle qui fait les pièces. Voilà. Et là, où justement l'entreprise, il y a un développement personnel qui peut rentrer en compte, c'est dans l'accompagnement de ses managers. Je sais pas, un manager qui arrive pas, qui sait pas gérer ses équipes, un manager qui arrive pas à prendre la parole. T'es manager, tu te retrouves manager d'une équipe de 20, tu te rends compte qu'en fait, devant 20 personnes, t'es paralysé. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème, d'opérationnel même. Un manager qui croule sous le boulot, qui arrive pas à rendre ses rapports, qui arrive pas à rendre compte à la direction, tout ça. Ça, c'est contre-productif. Et c'est là où le développement personnel, il est intéressant. C'est que l'idée, c'est de dire, OK, moi, je suis patron, je dis, ok, on va te faire accompagner pour aller voir ce qui se passe, pourquoi tu t'arrives pas à faire sauter ces verrous. Vas-y, termine. Je vais rebondir. Okay. Je suis impatient. Vas-y. C'est moi. Okay. Pardon. Et du coup, là, c'est OK pour l'accompagnement. Mais moi, je pense que l'accompagnement, au départ, il est purement professionnel. On part sur un objectif. Je reprends le coup de j'arrive pas à prendre la parole en public, donc j'arrive pas à parler à mes équipes et j'arrive pas à rendre compte à ma direction. Ça me met en stress et c'est pas possible. Pour avoir été manager, le stress, c'est compliqué, quoi. Enfin, de toute façon, le stress, on dit c'est pas le sujet, mais c'est omniprésent maintenant. Si pendant l'accompagnement, la personne se rend compte qu'en fait c'est intrinsèque, que c'est pas que le patron qui met la pression, que c'est pas que l'ambiance de merde, machin, comme on peut entendre, et qu'en fait il se joue quelque chose, et que la personne, et après elle en demande, elle dit attends, mais là je comprends qu'il joue quelque chose en moi, et qu'elle veut en savoir plus, elle veut aller, mais là c'est OK pour le développement personnel. Là c'est OK pour aller dans, entre guillemets, l'intimité de la personne, même si c'est dans le cadre du travail. Qu'est-ce qui va se passer au final ? La personne, tu l'accompagnes jusqu'au bout, elle va se sentir mieux. OK, dans sa vie perso aussi, mais parce que c'est un tout, parce qu'on n'est pas deux personnes quand on est en pro et en perso. Elle va se sentir mieux, et forcément, elle sera plus efficiente au boulot. Mais c'est gagnant-gagnant. Enfin, voilà. Et là, t'évites les burn-out, t'évites les pétages de câble, t'évites l'absentéisme, enfin, tu vois. Voilà. Bon, là, on parle de l'entreprise. Qui ne se fait pas accompagner dans son job ? Parlons simplement des politiciens. Qui n'est pas accompagné dans sa communication, dans sa présentation, dans le décodage non-verbal, que je connais assez bien et qu'on connaît à tous assez bien ? Qui ne fait pas ça ? Oui. Posez vos mains de cette façon, communiquez, les temps de parole. Oui. C'est pas venu comme ça dans l'éducation. Donc qui est venu là, à ce moment-là, pour plus d'écologie, pour leur permettre d'améliorer leur propre personne ? Pourquoi ça s'arrêterait à un domaine spécifique ? C'est pas que l'entreprise. Ça touche tous les domaines d'activité. Si le médecin, il a beau être bon, mais qu'en même temps, je prends l'exemple de la médecine, mais j'ai rien contre les médecins, mais que cette communication, il n'y a pas d'alliance avec le patient, il va y avoir des limites à un moment donné. Mais je pense que là, on est en train de toucher quelque chose on touche un paramètre. Il y a eu des discussions ces derniers temps-là, mais on a touché une cible, juste un secteur. Et c'est une perception. Et on sait très bien, nous, que la perception, ce n'est pas la réalité. C'est la réalité d'un point de vue de la personne, sous quel angle elle l'a pris. Ça demande d'avoir un angle plus large. Donc, ceux qui nous gouvernent, eux aussi, sont pris en compte. Bien sûr. Alors, justement, là, je vais me permettre de jeter un pavé dans la mare, parce qu'on a fait un gros tour d'horizon, mais
On le sait, on l'apprend en intelligence collective, puisqu'on se sert de l'approche systémique. Voilà. L'approche systémique donc est née dans les années 70, donc c'est avec d'ailleurs de multiples autres courants. Ce qui est marrant, c'est que l'approche systémique n'est pas décriée, alors qu'elle est née au même moment que la PNL, avec donc des hommes et des femmes différents. Donc là, on parle de l'école de Palo Alto, on parle de Gregory Bateson, on peut parler de Grinder et Bandler pour la PNL, mais bref, il y a des tas de courants qui sont nés, mais l'approche systémique, elle, n'est pas décriée. Donc du coup, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Et l'approche systémique dit quoi? Enfin, elle dit plein de choses différentes, mais une chose, c'est ce qui cherche à être masqué cherchera à vivre. Ce qui cherche à être occulté cherchera à vivre. Et franchement, quand on voit les institutions d'État à l'heure où on est en train de parler, qui sont en feu, c'est pas en rajoutant du contrôle sur du contrôle, hein, et ce dont on souffre, c'est plutôt de l'humain, de l'humanisme, que les gens sont en train de chercher. Alors l'idée, c'est pas forcément d'accorder 1% de plus de salaire ou autre, c'est juste de la considération et de la reconnaissance. Et curieusement, c'est ce que l'État aujourd'hui ne finance plus quelque part. Et on le voit avec France Compétences, hein, qui polarise tous les financements, alors peut-être par rapport à des intérêts utiles sur des métiers en tension et autres, mais on sait très bien que ça fait longtemps que les financements ne vont plus dans le développement de la personne. Voilà. Alors, pour plein de raisons différentes, mais pour autant, c'est bien, en tout cas nous on constate bien sur le terrain que c'est ce qui manque et que c'est ce dont tous les gens souffrent. Alors après, c'est vrai que ça peut être utilisé à mauvais escient, hein, je veux dire, je n'occulte pas, je me décharge pas sans prendre la responsabilité du secteur et de notre métier qu'il a été fait probablement n'importe quoi. À certains moments, il a été dit n'importe quoi, comme par exemple dire à une personne t'es comme ci, t'es pas comme ça. Ça, c'est un abus de pouvoir que nous ne nous permettons pas de faire, mais qui, sans se leurrer, existe. Voilà. Mais au même titre qu'il y a des mauvais politiciens aussi et des bons politiciens. Mais en fait, il est impossible aujourd'hui, en tout cas, pour parler sans négation, Cédric. Merci. Je comprends pas la négation. Merci. En tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, l'humain cherche à générer du sens. Ouais. L'humain cherche à s'accomplir, à s'épanouir, à savoir ce qu'il veut, ce qui est bon pour lui. Et bon, ça vient peut-être à une époque par rapport à tout un système, mais et ça, quelque part, on l'occulte sous prétexte que le développement personnel peut amener à des dérives sectaires. Voilà. Ben, tant qu'on continuera à faire ça, au final, bon, nous, on sera contents, on aura du job, mais surtout, ça cherchera à exister tant qu'on l'amènera à le mettre de côté et à le masquer. Voilà. Est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, je valide à 100%. Hein. Bah oui, je valide. Et après, je vois maintenant la nouvelle génération, en fait, les jeunes, ils sont plus comme nous, on a été formatés, en fait. Et je trouve qu'ils ont une liberté d'esprit, une envie de voyage, de s'épanouir, en fait, que nous, dans nos générations, on n'a pas eu, parce qu'on était formatés pour aller sur un chemin bien défini. Et moi, ce que j'ai espoir aussi, tu vois, c'est que ces jeunes-là, ils viennent un peu... ils viennent, peut-être ils sont déjà en train, mais qui viennent un peu dégommer ces croyances-là d'être formatés pour pas être heureux, en fait. Eux, en fait, ils ont envie, et c'est la jeunesse qui te le démontre, ils ont envie d'être heureux et d'être épanouis. Mais ça, c'est sûr. De toute façon, tu vois bien, ils sont plus du tout dans le schéma. Avant, tu étais dans un schéma où il fallait absolument trouver un CDI, parce que CDI, ça voulait dire que tu avais une sécurité d'emploi, parce qu'il faut fabriquer ta maison, parce que machin. Mais bon, il y en a qui le sont encore, mais tout ce que tu vois, ils sont plus là-dedans. Ils disent non, moi, je veux pas m'enfermer, ils veulent plus être enfermés. Et donc, du coup, il faut ils sont dans ce truc-là de chercher du sens à ce que leur vie va être, quoi. C'est ça. Ils n'ont pas envie de faire un travail ils feront jamais la même chose toute leur vie. Non. Et puis, ils vont bouger. De toute façon, on le voit bien. Quand ils s'ennuient, quand ça devient la routine, mais je veux bouger, je vais changer. Et ça, tous ces changements-là, je trouve qu'on a du mal à les accueillir, on a du mal à les apprécier. C'est même limite mal vu. Tu vois, c'est voilà, au niveau
Niveau éducation, c'est limite mal vu, dire lui il a pas un poste fixe, etc. Tu vois, c'est limite mal vu. Alors qu'en fait, eux ils sont dans la bonne direction. Et c'est là où du coup je pense qu'il faut s'adapter quoi. Et justement l'accompagnement, il sert à ça aussi, parce que on n'est pas dans une société où c'est facile de pouvoir faire ça. Tu te fais vite juger, tu te fais vite critiquer. Et de la même manière que je pense qu'il faudrait accompagner ces gens qui jugent et qui critiquent, tu vois. Mais tu dois les accompagner là-dedans. Enfin, tu vois, c'est la nouvelle génération. Faut aller dans ce sens-là. Tout à fait. On est déjà tellement formaté depuis la petite enfance, avec l'école, avec les cases de l'éducation qu'on a. Oui. C'est que je trouve c'est tellement important. On parle de développement personnel, mais l'accompagnement sur les jeunes et sur les depuis la primaire et le collège, ça se fait, hein, on voit des choses qui commencent à se faire, et heureusement, mais ça fait des adultes, mais tellement plus épanouis que ce qu'on a pu être, nous, au même âge. Tout à fait. On parle d'enfants, et moi, il y a le mot éducation qui vient, l'éducation nationale, pour y avoir été, pour y avoir accompagné les élèves qui décrochaient, et pas que, aussi. Là, je pense que c'est un métier où on accompagne des jeunes, des enfants, des ados, des jeunes adultes. Mais la personne là, celle qui accompagne là, au-delà de la matière, il y a cette interaction avec l'humain. Et le Covid a démontré en fait là, à ce moment-là, qu'il y avait cette difficulté de la transmission, de l'accompagnement. Ça a chahuté fortement comment accompagner l'élève à grandir, les enfants à grandir. Avec ces interactions, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. Et je trouve que là, l'enseignant, tout comme l'élève, ils ont besoin de se développer. Parce que, mine de rien, cette population, elle évolue, elle grandit, elle bouscule, mais pas que maintenant. Ça remet en question. Et on fait comment si on reste sur des schémas statiques, les mêmes modes de fonctionnement, avec quelque chose qui est mouvant? Là, on va au carton, hein. Oui. Bien sûr. C'est exactement, il y a quelque chose où on se trompe ou de faux, c'est la QVTC, la qualité de vie au travail, des conditions de travail. C'est clair. Bon, alors, comment on peut imaginer travailler sur cet axe-là en occultant ce qu'est un être humain? Comment c'est possible? D'ailleurs, on est d'accord que c'est devenu politique, c'est devenu avec des enjeux financiers, on en reparlera aussi de l'aspect financier. Mais comment on peut imaginer arriver à aboutir à une qualité de vie au travail optimisée sans prendre en compte la personne? Tu veux que je te réponde? Les patrons, ils font quoi? Ils mettent des baby-foot. Voilà. Mais bon, j'ai mis un baby-foot dans la salle de pause. Voilà. Et ça, voilà. Donc en fait, bien sûr qu'il y a par exemple Decathlon, que je connais bien, a développé un système intrapreneurial, par exemple. Donc à savoir, finalement, il y a avec un certain statut dans la société, on peut porter un projet, obtenir des financements, tout en étant salarié, donc éviter les risques, évidemment, liés à l'entrepreneuriat. Et si c'est validé par donc un comité, derrière, la personne va être chargée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à développer ça. Bon, c'est génial. Super. Donc il y a des tas d'artifices comme ça, en fait, de mise en œuvre fonctionnels, quelque part, qui vont permettre de s'épanouir et tout. Okay. Sauf que j'ai rencontré certains de ces managers, certains cadres, parce que c'est à ce niveau-là, qui se sont retrouvés devant les mêmes difficultés. C'est-à-dire, alors comment je m'y prends? Il y a peut-être une réflexion, il y a peut-être des méthodes, il y a peut-être des outils à développer, etc. Mais il y a toujours, à un moment donné, l'aspect psychologique qui va rentrer en compte et qui va peut-être limiter les personnes. Et là, ça peut pas être autre chose que de l'introspection. Parce que c'est pas toujours une question de moyens, de financement, sinon ça serait. Sinon, on arriverait à tout déployer, à tout faire. Et par exemple, la PNL, un des préceptes, c'est de dire, à partir du moment où quelqu'un sait le faire, je peux le reproduire. C'est vrai, et en même temps, on constate que c'est pas tout à fait vrai sur le terrain. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un sait le faire qu'en modélisant, on va arriver à le faire. Parce que on est tous devant nos personnalités, nos blocages différents en fonction de notre éducation et autres. Donc,
Voilà. Sur ce thème, pour moi, il y a quelque chose qui est tabou. Voilà. Qui fait peur. Et c'est probablement, encore une fois, revenir à ça, hein, c'est-à-dire, ça fait peur. Donc, en fait, quelque part, comme ça fait peur et comme c'est une forme de protection, eh bien, on le met de côté, on n'y touche pas, on l'interdit, alors que, enfin, je veux dire, c'est notre société qui l'interdit ou d'autres métiers qui les protègent. Alors qu'en fait, aussi, je crois que je l'ai dit dans un autre podcast, mais il y a des références quand même, et notamment, c'est Claude Onesta qui disait que une équipe est performante, non pas quand elle cumule les meilleures individualités, mais quand elle n'a plus peur de se montrer telle qu'elle est. Et quand on voit l'entreprise qui cherche à se développer, à développer cette intelligence et ce sentiment d'appartenance des gens qui font l'entreprise et s'inspirent du sport. Et on le voit, tous ceux qui ont eu du succès sont invités dans les entreprises pour expliquer aux gens comment il faut faire avec des grandes messes. Dans le sport, si on va un peu dans les vestiaires, moi qui ai un peu traîné là-dedans, il y a des choses qui sont pas faisables en entreprise, sinon ça va avoir des problèmes. Et en même temps, en sous-jacent, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ça, c'est vraiment la connaissance, la proximité, le lien, savoir comment tu fonctionnes pour m'adapter, etc. Et donc ça aussi, c'est une histoire de relation et de connaissance de soi et de l'autre. Je vais rebondir sur ça là. Tu vois, je parlais de l'enseignement. C'est exactement ça. C'est que en face, 25, 30 individus qui fonctionnent différemment. L'enseignant lui-même, l'enseignant il est formé pendant 5 ans, ok, certes, sur la discipline. Et après, à côté de ça là, il y a quelques cours sur le psychologique, mais lui, qu'est-ce qui lui fait peur? Les élèves, de quoi ils ont peur? Ils sont en pleine construction. Là, il y a un minimum de connaissances à avoir, et puis des interactions, de savoir ce qui va se passer dans ce domaine-là. Et je trouve que là, c'est quand même nos futurs adultes de demain. Et quand un gamin va pas bien, quand un gamin ne vient plus à l'école, ou quand ses notes commencent à baisser, c'est pas qu'un lot de 35, c'est pas un numéro. Donc, et ce que tu disais, c'était là où je te rejoins sur c'est pas parce que les autres ont réussi à faire qu'on va réussir à le faire. Alors donc, si quelqu'un est champion olympique, on peut tous devenir champion olympique. Hein. C'est ça. C'est parti. T'as passé combien d'heures sur les patinettes, sur le ski, sur les rollers, dans l'eau? Bon, on va faire pareil. On est tous d'accord. On n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement. Et ça passe par une introspection, une compréhension de soi. Et ça, c'est inévitable. Il faut arrêter de fermer les yeux. C'est insupportable, je trouve. C'est se mentir à soi-même. On se raconte vraiment des histoires. Hein. C'est clair. Ouais. Alors, du coup, bon, maintenant qu'on vient de déblayer ça, après, c'est peut-être les méthodes qui sont décriées, c'est parce que c'est pas scientifique, parce que c'est peut-être réservé à certains métiers, et que il y a cette bataille entre coach et psy. C'est réservé aux psy, on dit que bon, il faut pas faire n'importe quoi, on est bien d'accord. On dit que la connaissance de soi, ça peut être dangereux, qu'il faut être diplômé, et surtout aussi par rapport aux outils qu'on utilise, ok. Et notamment l'énéagramme, parce qu'on va pas se cacher que c'est cache-coach. Et donc en fait, l'énéagramme donc est mystique, ésotérique et tout ce qu'on veut. Et là, encore une fois, je comprends que tout dépend, hein, l'a priori et comment on a vu, comment c'était enseigné. Mais là, j'ai un bouquin devant nous qu'Isabelle Blanc nous a donné. Il a été écrit par un docteur en médecine et psychologue, David Daniel, Virginia Price, psychologue clinicienne. Donc en fait, on a quand même des gens sérieux qui ont le crédit, qui s'intéressent quand même à cet outil. Voilà. Alors c'est clair que, encore une fois, il y a certains formateurs probablement qui mettent dans des cases, qui se servent de ça pour dire tu as tel ou tel comportement, voire même certains managers, hein, une entreprise hyper connue qui a fait l'objet d'un reportage et d'un article sur l'emploi de l'énéagramme, etc. Bon bref, ça a foutu un bordel parce que c'est beaucoup de comportements qui changent et deux, l'aspect financier qui sont pointés. Voilà, c'est en fait les organismes de formation font du blé avec. Bon,
Mais bon, déjà, un organisme de formation, c'est une entreprise, donc elle fait du profit, mais on fait du profit pas qu'avec ça, on fait du profit avec n'importe quel outil, voilà. Mais l'énéagramme, après, est décrié par rapport au changement de comportement qu'il amène. Voilà. Et surtout parce que c'est pas scientifique et parce que ça vient de on sait pas d'où, mais il y a des psychiatres même qui se sont emparés de cet outil, comme Naranjo et puis d'autres, et qui utilisent cet outil. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre perception de l'énéagramme pour donner une autre version, une autre grille de lecture à ceux qui peut-être ont entendu ou lu ce qui pouvait se dire sur l'énéagramme et votre perception à vous, votre interprétation et comment vous l'utilisez. Je peux commencer si vous voulez. Ouais. Du coup, l'énéagramme, moi ça a été une super découverte. J'ai déjà été formée avec d'autres outils sur une autre méthode en préparation mentale. Où au niveau accompagnement, j'ai vite vu les limites en fait de ces outils-là. L'énéagramme, j'ai fait mon développement personnel avec, du coup. Et moi, ça a changé ma vie. Je peux le dire clairement en fait. Ça a changé ma vie, ça a changé la perception que j'ai eue de moi, des exigences que je me mettais. J'avais pas conscience pourquoi j'avais cette haute exigence, ou voire même ce qui a fait que ça m'a pu m'amener, comme on avait dit sur un autre podcast, à la maladie quand même, mon comportement. Et donc sur la compréhension de moi-même et des gens qui m'entourent. Et ça a été c'est un vrai déclic. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus épanouie. Même si le travail il est long, il est toujours long. De toute façon, on sait que on change pas du jour au lendemain, et c'est pas ça je ne change pas. J'ai évolué dans mes comportements et j'ai compris mes peurs, d'où elles venaient, mes freins, ma résistance au changement. J'ai compris tout ça. Et du coup, je continue à vivre avec moi, mais j'arrive mieux vivre avec moi, mieux vivre avec mes comportements, et surtout arriver beaucoup plus facilement à switcher sur certains événements impactants qu'il y a encore dans ma vie de tous les jours. Voilà. Et comment je l'utilise ? Je l'utilise dans mes accompagnements pour aller comprendre mon coaché, et aussi pour que lui, il apprenne à se connaître et à comprendre ses freins, ses comportements, ses actions. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après. Voilà, sur la continuité. Ok, merci. On va enchaîner ? Ouais, si vous voulez. L'énéagramme, s'il faut reprendre le contexte historique, j'aime bien, souvenons-nous d'où nous venons, si on ne sait pas où on va. Proverbe togolais, c'est aussi simple que ça. Tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est des statistiques sur l'humanité. Quelle est la discipline qui n'a pas fait de statistiques sur les comportements humains ? Numérologie, PNL, on teste des choses que un a fait, on le répète, on vérifie comment ça fonctionne. Sophrologie. Freud, il s'est pas appuyé que sur une seule personne. Pour moi, c'est des statistiques sur des comportements, et ce n'est pas du tout figé, c'est totalement évolutif. Par contre, la dérive de ça, c'est que c'est si et seulement si à un moment donné, on annonce, on ne respecte pas une forme de tradition, c'est tu es comme ça. Et c'est là que la personne, c'est ce dont je disais tout à l'heure, comment elle garde son libre arbitre par rapport à tout ce qu'elle vit. Et c'est là, ça demande aussi de l'éthique, à la fois de celui qui demande un accompagnement et celui qui accompagne. Donc, voilà pour moi ce que ça signifie et comment ça représente l'énéagramme. Et surtout, c'est une façon, un modèle qui permet de comprendre sa relation face à soi, aux autres, à travers des peurs, des comportements, des croyances, qu'est-ce qui se dégage. Et ce mécanisme, l'idée, c'est pas de l'éliminer. C'est bien au contraire, c'est toujours avec nous, mais on fait avec et différemment. Mais l'idée, c'est pas de le mettre au placard. Ça, c'est du bullshit. Pour moi, voilà ce que c'est. Et par contre, en effet, certaines personnes l'utilisent à mauvais escient. Et on a le cas dans toutes les disciplines. Politique, médecin. Quel est le médecin qui n'a pas été accusé d'attouchement ? Quel est le politicien qui n'a pas été accusé d'attouchement ? Qui a abusé de son pouvoir ?
c'est une question de pouvoir. Oui, en effet, c'est une grille de lecture de l'humanité et de l'humain. Là, je trouve que on en fait quoi, de quelle façon? Et c'est ça qui est mis à jour aujourd'hui, là. Mais c'est une personne, tout le monde n'est pas comme ça. Ne considérez pas, je reviens sur les enseignants, arrêtons de considérer que tous les enseignants sont mauvais ou autres. Non, il y en a qui font vraiment leur job, et il y en a qui le font pas. Comme dans les entreprises. Il y en a qui bossent, il y en a qui se mettent en arrêt, il y en a qui y vont pas, il y en a au petit rhume, ils s'arrêtent. C'est l'humain. L'humain a des failles. Merci Cédric. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, on a toujours une tendance, puis c'est ce qui fait peur et c'est ce qui fait, c'est de partir dans les extrêmes. Moi, l'énéagramme, je suis plutôt cartésienne, assez pragmatique. Moi, dans ma vie, je fais des études scientifiques. Donc, il faut que j'y trouve une logique, il faut que je comprenne le fonctionnement. Et l'énéagramme, je trouve que c'est là où il est puissant, c'est qu'en fait, ça s'imbrique bien, c'est logique, c'est cartésien, ça s'explique, ça se comprend. C'est pas, on n'est pas dans des croyances ésotériques, dans des trucs perchés, voilà. Après, c'est ok pour ceux qui sont là-dedans, dans les spiritualités, d'y trouver un sens spirituel. Et ça, c'est ok aussi. Ce qui est pas ok, c'est là où je te rejoins, c'est les extrêmes qui vont se servir de ça, parce que c'est clair, on va pas se mentir. L'énéagramme, si tu as une connaissance et que tu maîtrises super bien l'outil, évidemment que tu peux aller dans la manipulation et l'influence des gens. Mais c'est clair et net. Mais avec beaucoup d'autres outils Mais aussi. oui, En fait, il n'y a mais pas c'est que... ça. En fait, c'est le Exactement. côté pervers des gens et sur ce qu'ils ont envie Exactement. de démontrer. Enfin, je veux dire, la religion, ça a été pareil. Hein. Le Exactement. christianisme, on va pas me dire que ça a toujours été Jojo, quoi. Et pour autant, il y a des gens qui sont chrétiens et qui ça se passe très bien, et puis t'as des extrémistes. Enfin, Tu parles de la croisade, c'est ça? De tuer des gens pour faire appliquer une religion. C'est C'est ça ça. dont tu parles? Et pas que, hein, c'est ça? Ah, ok. non mais voilà. Et aujourd'hui, c'est ok que les gens soient chrétiens ou musulmans ou autre chose. Enfin, donc évidemment, c'est ce que tu dis. Il y a des gens qui vont s'en servir parce qu'ils ont des failles, parce que eux-mêmes, voilà, ne sont pas alignés avec eux-mêmes et que c'est des comportements extrêmes qu'il faut éviter. Mais quand on se met au milieu de tout ça, quand on trouve une justesse, et ben en fait, on trouve un outil qui est génial pour la compréhension de soi. Et alors, moi, je te rejoins, j'ai fait l'énéagramme par la formation de développement personnel. Là où j'ai trouvé génial, c'est qu'en effet, on m'a jamais dit mon énéatype, moi. On m'a jamais dit t'es ça. C'est moi qui l'ai découvert. C'est une puissance de dingue, parce que quand tu le découvres et que tu comprends et que tu captes, mais t'as les yeux qui, tu vois, parce que ça vient de toi. Il y a que toi qui peux savoir et qui peut te comprendre. C'est pas quelqu'un qui peut te dire. Et donc moi, en effet, ça m'a donné plein de clés, ça m'a permis d'évoluer, clairement. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de me réaligner, parce que je l'étais plus. Et je savais pas pourquoi, et je comprenais pas, j'étais pas là-dedans, moi. Mais je sentais que ça allait pas. Je dis, mais je suis pas dans mes principes, ça me va pas, je suis pas ok avec moi, quoi. Et ça m'a permis de me réaligner, de trouver le vrai sens de ce que j'ai envie de faire et tout ça, et du coup d'avancer dans une meilleure direction, quoi, pour moi, qui est plus écologique pour moi. Et dans les accompagnements, là je te rejoins, moi je vais jamais dire à un coaché t'es tel numéro, tu vois ton comportement c'est ça, évidemment que non, parce que déjà moi j'en sais rien en soi, c'est la personne qui sait, c'est la personne qui l'a en fond. Par contre je vais l'accompagner de façon à ce qu'elle aille trouver ses peurs profondes, ce qui l'anime, son moteur, voilà, ça oui, enfin pour moi l'accompagnement il est là. Par le questionnement, d'aller aider la personne en fait, on fait quoi? On va aider la personne à s'introspecter. Et c'est vrai, finalement, tac, à chaque fois, bam, on retombe sur des choses et ça retombe sur l'outil. Et en fait, et là, une fois que c'est ok et que c'est ça, boum, on a des clés. On comprend, on a des clés et on utilise ces clés. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme ça, l'énéagramme. Et toi, Johan? C'est quoi ta vision à toi? J'ai plein de choses à dire, donc vous me coupez si je suis trop lent. Ok, on va faire. Voilà, je vais essayer de rester. On va se faire couler un café. Bon, déjà, moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est que l'énéagramme n'est pas une vérité. C'est un outil et surtout un modèle de personnalité qui, certes, est bluffant, mais ça reste un modèle. Voilà, comme tous les autres modèles, et du coup on s'en sert, ça devient un outil de connaissance de soi, etc. Qui n'a pas rêvé d'avoir sa notice personnelle de fonctionnement, comme quand tu achètes une télé, et t'es là comme un con.
Souvent dans notre vie, on est là comme un con, on comprend pas et on se dispute et on se défend, machin. Voilà. Du coup, l'énéagramme, c'est cette notice-là. Alors après, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est fausse? Mais on sait pas. Est-ce que ça a du sens pour nous? Est-ce que quelque part ça vient éclairer? Est-ce que ça vient expliquer quelque chose qui me permet d'aller un peu plus loin et d'avoir une définition qui me permet de m'ajuster, de m'aligner, de m'équilibrer? Ben oui. Et ça, on se pose plus la question si c'est juste, si c'est pas. Parce que d'abord, c'est une fausse question. Il n'y a pas de juste. Il y a juste. C'est une question d'adaptation. La nature, elle est pas juste, elle est fausse. Un chêne qui pousse ou un peuplier, c'est pas juste ou faux. C'est juste qu'il y a une graine qui est propice à pousser dans ces conditions-là. Donc en fait, cette question-là, est-ce que c'est juste ou faux? C'est pas la bonne question. Par contre, est-ce que ça me permet de m'adapter comme la nature s'adapte à une situation? Ça, c'est juste. Voilà. Et l'approche systémique, encore une fois, je m'appuie dessus parce qu'elle est pas décriée et celle-là, ça apporte justement une réflexion sur le côté interactionnel que je peux avoir et il n'y a pas de séance là en fait. Il peut pas y avoir de séance parce que c'est vivant et on parle dans les entreprises de monde VUCA, volatile, bref. Je vais m'écarter, mais on vit dans un monde complexe. Donc la complexité fait que je dois m'adapter sans arrêt et c'est pas une science exacte. Donc pour moi c'est deux choses différentes. Voilà. Donc non, l'énéagramme n'est pas une science, n'est pas une vérité, n'est pas prouvable au même titre que voilà, si je mets telle molécule et telle molécule, il va se dégager ça, mais ça me permet comme un guide de pouvoir m'adapter. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'énéagramme n'est pas un conditionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas un étiquetage, même si, encore une fois, ça peut être employé de cette façon-là. C'est-à-dire que l'énéagramme, pourquoi je préfère cet outil à d'autres modèles, comme le MBTI, ou comme ProcessCom, ou comme DISC, c'est que on peut le prendre à différents niveaux. Et on peut effectivement dire, quand, voilà, tu es 2, donc tu as ce comportement, donc c'est normal, etc. Comme ProcessCom, t'es rouge, t'es bleu, ou MBTI, t'es etc. L'énéagramme, ça va plus loin quand même. Et si on s'écarte de cette figure ésotérique, mathématique, on cherche à donner du sens, Pythagore, etc., et certains formateurs vont là-dedans, moi, je préfère plutôt avancer du côté des neurosciences cognitives et sociales. Et là, dans l'explication de l'énéagramme, sur la construction de la personnalité et du tempérament, on se rapproche énormément de ce que disent les neurosciences et comment se construisent notre personnalité. Voilà. Et donc, en tout cas, moi, qui enseigne l'énéagramme, je l'utilise dans ce sens-là, plutôt que sur la figure ésotérique, parce que je trouve cet outil bluffant. Il m'a rassuré, en tout cas, ça m'a rassuré de me rapprocher des neurosciences. Et j'ai trouvé cette corrélation, et les neurosciences ne sont pas non plus remises en cause. Et quand on découvre, en tout cas, quand on lit les bouquins d'énéagramme et comment se construit l'ego, notre personnalité, et au final, c'est ce système de protection qui nous permet de nous défendre par rapport à un stress qui vient nous chatouiller et qui a fait qu'un jour, on s'est défendu de cette manière-là, parce qu'on n'avait pas d'autre réponse à apporter que celle-là et que finalement elle s'est développée, elle s'est affinée au point d'oublier le stimuli qui nous a stressé au départ. Donc après on peut aller encore plus loin avec l'énéagramme évidemment, ça c'est ce que racontent les neurosciences et c'est ok. Donc deux choses que je voudrais dire par rapport à l'énéagramme sans tomber dans les explications des énéatypes, et ensuite la troisième chose, et pour après, j'arrête là, c'est que l'énéagramme, donc oui, bien sûr, tu découvres ton énéatype par rapport à un comportement, mais ça s'arrête pas là. Et c'est là où je trouve une différence par rapport aux autres outils, c'est que on n'est pas un comportement. Voilà, on n'est pas que un comportement, et l'énéagramme t'explique pourquoi tu as ce comportement, t'explique le moteur de ce comportement, et c'est là où tu trouves ton énéatype. Et parce que ce serait trop facile de dire tu fais ça, t'es ça, bien sûr que non, bien sûr que c'est plus complexe et bien sûr que ça doit être bien plus large que ce que décrit l'énéagramme, mais l'énéagramme est suffisamment précis pour que ça te donne du sens, que ça te permette d'avancer. Donc voilà pour moi comment je considère l'énéagramme. Je voudrais rajouter sur ce que tu disais, une blessure, un comportement qui se met autour et puis après ça se transforme, c'est ce que je disais au début, les comportements, 90% des mécanismes automatiques.
Bah oui, mais c'est mettre en lumière. Et par rapport à ça, c'est aussi là où je trouve que c'est intéressant, l'énéagramme. Comme d'autres, hein, c'est un outil de bienveillance et de communication quand on le prend dans le sens large. Ah oui, tu fonctionnes comme ça, c'est pas contre moi. On le prend plus pour soi. On le prend, ok, il y a une motivation profonde derrière, qui est liée à toute une histoire. Souviens-toi d'où tu viens. Et c'est un peu ça, en fait, le proverbe togolais. Souviens-toi de ce que tu as vécu, mais parfois on s'en souvient pas. Et c'est là que c'est problématique. Et la neuroscience vient expliquer comment se construit un souvenir, une émotion. Et là, je te rejoins complètement. Si on est sur ce versant-là, ok, on n'est pas dans une dérive. Oui. Tout à fait. Là, ce qu'on peut voir, c'est les dérives, en fait, mais qu'il peut y avoir sur n'importe quel autre outil. C'est de dire, ok, j'ai tout compris, et en 3 jours, je vais te dire ce que tu es, ce que tu fais. Voilà, elle est là, la dérive. Et forcément, si dans certaines entreprises, t'as un stage et qu'en 1 semaine, t'as un formateur qui arrive et qui va dire, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, t'es comme ça, c'est impossible, en fait. C'est impossible, parce qu'en fait, c'est déjà la personne qui doit se trouver, et ça demande quand même une introspection bien plus profonde que sur un stage d'1 semaine en entreprise. Là, bien sûr que la dérive, elle est là. Voilà, c'est comment on l'amène, comment on l'utilise, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment souligner et qui est vraiment important à mes yeux. Et puis ça demande un accompagnement en plus. Ça demande pas juste de découvrir son énéatype. On se dit, ok, on fonctionne comme ça. Mais enfin, une fois que tu as découvert ça, t'es bien content. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que t'en fais ? C'est Tu ça. vois ? Et ça demande un accompagnement pour justement nous aider à entraîner notre cerveau à repérer ses mécanismes, à repérer ses comportements, à se dire, ah oui, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que j'en fais, tu vois, et ça, en effet, c'est pas sur 1 semaine, quand on t'a dit ton énéatype, que ça s'arrête là, quoi. C'est pas possible. Ouais. Moi, je te rejoins, hein. C'est comme la natation. L'humain ne sait pas nager, il a appris. Tu mets pas le bébé dans l'eau comme ça. Mais qui apprend à nager ? De quelle façon ? Remontons quand même 40 ans en arrière. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a des images, hein, c'est même un peu plus. Il y a des fils comme ça. Donc si vous étiez au niveau du milieu, vous aviez carrément la tête qui était au bord de l'eau parce que le fil, il est comme ceci. Donc qui nous apprend à nager pour pouvoir nager de façon autonome ? L'énéagramme, pour moi, c'est apprendre à nager dans la vie. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, pour reboucler un peu aussi avec ce qu'on disait au début, l'énéagramme, parce que ça je l'entends, je l'ai déjà vu, je l'ai entendu, l'énéagramme, c'est pas de se dire, ok, maintenant que je suis ça, il faut que je sois les 9 en même temps. Parce que la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'être les 9 types en même temps. Ça, c'est pareil, c'est bullshit, quoi. Enfin, pour moi, c'est bullshit. Tu vois, aller prendre des choses bien, tu vois, dans chacun, mais ça, c'est apprendre de l'autre, tu vois, c'est ce qui te manque. Mais ceux qui promeuvent ce que tu dis, c'est-à-dire devenir le 9, etc., sont dans l'utilisation de l'énéagramme en tant que comportement. Donc, j'entends beaucoup de formateurs dire tu n'es pas un énéatype, tu fais du 2, du 3, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller développer ça. Bon, pour moi, c'est la méconnaissance de l'énéagramme et surtout un non-rapprochement des neurosciences que tu vas comprendre que tu as quand même une trame et que tu le veuilles ou non, tu as été quand même calibré de cette façon. Mais, je disais tout à l'heure, c'est un outil ce n'est pas du conditionnement, ce n'est pas d'étiquetage. Par contre, l'énéagramme sert de base pour se déconditionner d'un comportement automatique qu'on a engendré. Et ça, c'est pas l'énéagramme qui va nous aider, c'est un autre outil. Alors vous l'appelez comme vous voulez, questiologie, maïeutique, coaching, voilà, parce que c'est très compliqué tellement c'est utilisé à tort et à travers, mais c'est justement ce qui va nous servir à nous déconditionner pour pouvoir nous adapter et sortir de certains schémas. C'est le questionnement sur qu'est-ce que ça génère en moi, et aller trouver la profondeur et prendre conscience, avoir plus de conscience sur ce mécanisme pour changer son fusil d'épaule, se rééduquer, réapprendre quelque chose, et là utiliser toutes les techniques de prépa mentale, d'action, etc. pour arriver à l'objectif que je me suis fixé, parce qu'au final, je pourrais aussi ne pas avoir d'objectif, et si j'ai pas d'objectif, j'ai pas de raison de m'introspecter et de savoir le pourquoi du comment. Donc c'est bien l'alliance de ces deux outils, en tout cas que nous utilisons, qui fait que au final on va arriver à se développer personnellement. Et ça, pourquoi en fait on l'utiliserait pas en entreprise, hein. Donc effectivement, il y a des dérives sectaires, par abus de pouvoir, mais comme on l'a dit, partout.
Alors, mal compréhension, mal utilisation de l'outil. Voilà. Et qu'on peut retrouver dans n'importe quel... Et dans n'importe quel domaine, avec Dans n'importe n'importe quel quel domaine, modèle, et exactement. n'importe quel... Tout à fait. Évidemment. Donc on parlera certainement des dérives sectaires et qu'est-ce que c'est que déjà sectaire, c'est quoi, voilà. Les dérives, mais sectaire, c'est encore plus fort. Et peut-être clôturer ce podcast et en faire un deuxième avec d'autres acteurs, d'autres coachs qui vont parler cash de ce sujet brûlant, mais qui nous est cher parce que au final c'est notre activité quand même qui est touchée et l'idée c'est justement de pas faire ce qu'on fait habituellement. C'est encore une fois, c'est pas une réponse, c'est juste un autre angle de vue qu'on souhaite amener pour amener une certaine parité et un équilibre pour que chacun puisse se faire son avis. Exactement. Je suis ok. On est d'accord. Merci à vous pour cet échange riche que je souhaite poursuivre. Merci À à tous. bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, Ciao, ciao. merci. Cash Coach. Les coachs qui parlent cash.